Il y a un silence particulier qui suit un homme dont le métier est de tuer. C'est un silence lourd, glacial. Il vide les pièces et déserte les couloirs. Pendant 10 ans, Victor a marché au cœur de ce silence, intouchable et complètement seul. Il aimait ça. Jusqu'à un mardi matin, à 8h14. Les portes de l'ascenseur se fermaient, le scellant dans son monde silencieux, quand une basket blanche éraflée s'est glissée entre les plaques de métal. Les portes se sont rouvertes brusquement. Le silence s'est brisé. Victor Gallo n'aimait pas les gens. Il les tolérait. Il les utilisait. Parfois, il s'en débarrassait, mais il ne les aimait pas. À 34 ans, il était au sommet d'un syndicat du crime. Un syndicat qui avait discrètement absorbé les infrastructures de transport de la côte Est. Il portait des costumes sur mesure qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Son visage était un masque rigide et sans expression, d'une indifférence calculée. Les femmes se jetaient régulièrement dans son orbite. Elles étaient attirées par la richesse et les angles vifs et dangereux de sa mâchoire. Il couchait avec elles quand il s'ennuyait. Il oubliait leur visage au matin. C'était une existence efficace et stérile. Chaque mardi, à exactement 8h14 du matin, Victor prenait l'ascenseur privé. Il allait du parking souterrain au 42e étage de la tour Gallo. Il était toujours accompagné d'Arthur, son chef de la sécurité. C'était un homme bâti comme un réfrigérateur industriel. Cette routine était sacrée. Aujourd'hui n'était pas différent. Le garage souterrain était humide. Il sentait les gaz d'échappement et le béton mouillé de l'orage du matin. Victor entra dans la cabine en acier brossé. Arthur appuya sur le bouton du dernier étage. Les portes commencèrent leur glissement doux et silencieux pour se fermer. Puis on entendit le claquement frénétique de caoutchouc mouillé sur le béton. « Tenez-la, s'il vous plaît. Ne la laissez pas se fermer. » Le regard de Victor resta fixé droit devant. Arthur bougea, sa main lourde frôlant instinctivement le revers de sa veste. Elle planait au-dessus de son étui d'armes dissimulé. Personne ne criait dans le garage de la direction. Les lourdes portes d'acier n'étaient qu'à quelques centimètres de se fermer quand une basket blanche éraflée et trempée se coinça dans l'ouverture. Les capteurs bipèrent en signe de protestation véhémente. Les engrenages mécaniques grognèrent, s'inversèrent, et les portes s'ouvrirent en grand. Elle est entrée en tombant plus qu'en marchant. C'était un désastre de laine humide et de cheveux électriques. Un parapluie bon marché, dégoulinant d'eau boueuse sur le sol, en acajou immaculé, était coincé sous son bras. Ses 2 mains étaient occupées. L'une serrait un grand sac fourre-tout encombrant qui semblait activement déverser des dossiers. L'autre tenait un gobelet en carton fragile, rempli de café. Elle ne regarda pas Victor. Elle ne regarda pas Arthur. Elle cherchait juste son souffle, appuyé contre la rampe polie. « Dieu merci », haleta-t-elle, la poitrine soulevée. « Le métro a eu 40 minutes de retard. Si je suis encore en retard, mon manager va littéralement dévorer mon âme. » Arthur fit un pas en avant, sa voix un grondement grave et menaçant. « Madame, cet ascenseur est réservé. » Victor leva 2 doigts, un mouvement d'1 millimètre. Arthur s'arrêta net, reculant dans le coin. Victor regarda l'intruse. Elle était banale. C'était la première chose que son esprit cliniquement observateur enregistra. Pas de marque de créateur. Son trench coat beige était effiloché au poignet. Une tache d'encre bleue maculait le côté de son pouce. Ses cheveux, d'un blond boueux chaotique, étaient collés à sa joue par la pluie. Elle n'avait pas le vernis agressif et manucuré des femmes qui croisaient habituellement son chemin. Elle leva enfin les yeux, remarquant le silence lourd et suffocant de la cabine. Son regard passa de la silhouette monolithique et renfrognée d'Arthur à Victor. Elle cligna des yeux. « Oh, j'ai interrompu un duel de regards intenses ?» Victor ne répondit pas. Il se contenta de la fixer. Il sentit une étrange sensation discordante au centre de sa poitrine. Ce n'était pas de l'attirance. Ce n'était pas de la colère. C'était une curiosité aiguë et hyper concentrée. Elle se sentit mal à l'aise sous son regard impassible. « Écoutez, je sais que c'est l'ascenseur de la direction. J'ai vu le panneau, mais la file d'attente dans le hall principal déborde dehors et c'est mon dernier avertissement. Alors, si vous comptez me dénoncer, pouvez-vous au moins le faire après 9 heures du matin pour que je sois payé pour aujourd'hui ?» Elle prit une gorgée de son café, grimaça et marmonna. « Brûlé, encore. Génial. » Victor garda les yeux sur son visage. Quel étage? Sa voix était basse, rauque par manque d'usage.
Elle portait l'autorité tranquille d'un homme qui n'avait jamais à se répéter. Elle déglutit difficilement, soudain très consciente de la tension qui émanait de lui. 14, s'il vous plaît. Victor tendit la main et appuya sur le bouton lumineux du 14e étage. L'ascenseur monta. Le silence revint, mais il s'était transformé. Ce n'était pas le vide mort et creux auquel Victor était habitué. Il vibrait de son énergie nerveuse. Elle sentait le savon bon marché à la vanille, le trottoir mouillé et l'anxiété. C'était désordonné. C'était réel. L'affichage numérique sonna. 14. Les portes s'ouvrirent pour révéler un couloir animé, éclairé par des néons. Elle se dépêcha de rassembler son sac qui glissait, manquant de faire tomber à nouveau le parapluie. « Merci » lança-t-elle par-dessus son épaule. « Vous me sauvez la vie, littéralement. » Elle se hâta de sortir, se fondant instantanément dans une mer de bureaux et de téléphones qui sonnent. Les portes se refermèrent, scellant à nouveau Victor et Arthur dans la cabine silencieuse. « Monsieur » grogna Arthur, clairement agité. « C'est une faille de sécurité. Je devrais demander à la direction de la renvoyer immédiatement. » Victor regarda l'indicateur d'étage monter. 15, 16. Il toucha le poignet de sa chemise, l'ajustant d'une fraction de millimètre. « Non » dit Victor doucement. Son nom était Harper Davis. Victor l'apprit à 11h30 du matin, 1 heure après avoir fini d'examiner les projections trimestrielles de blanchiment des syndicats de l'autorité portuaire. Il avait appelé les ressources humaines. Il n'expliqua pas pourquoi. Quand on possède l'immeuble et l'économie souterraine qui s'y cachent, on ne se justifie pas auprès des cadres intermédiaires. Il était assis derrière son immense bureau en obsidienne, regardant son dossier personnel numérique sur sa tablette. 26 ans, graphiste junior pour une agence de marketing filiale que sa holding avait acquise il y a 2 ans. Salaire terriblement bas, casier judiciaire vierge, un avertissement pour insubordination. Victor verrouilla la tablette et la repoussa. Il regarda par les fenêtres allant du sol au plafond la ligne d'horizon grise et pluvieuse. Il perdait la tête. C'était la seule conclusion logique. Pendant 10 ans, sa survie avait dépendu d'un détachement absolu. Il ne se souciait pas des graphistes juniors. Il se souciait des marges de profit, de la loyauté et de l'élimination des menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Pourtant, l'image de cette basket blanche éraflée, se coinçant dans sa vie parfaitement ordonnée, continuait de clignoter derrière ses yeux. Le lendemain matin, à 8h10, Victor se tenait dans le garage souterrain. Arthur était à ses côtés. « Monsieur, nous sommes en avance », nota Arthur. « Nous attendons », répondit Victor, son ton mettant fin à la conversation. À 8h13 du matin, le grincement rapide de semelles en caoutchouc résonna contre les piliers de béton. Victor sentit un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Harper arriva au coin, serrant un sac en papier et un énorme café glacé. Elle se figea en voyant l'ascenseur ouvert et les 2 hommes debout à l'intérieur. Ses épaules s'affaissèrent. « Oh non !» grogna-t-elle en s'approchant. Elle se tint juste devant les portes. « Encore vous? Vous vivez dans cet ascenseur ou quoi ?» Arthur la foudroya du regard. Victor se contenta de tenir sa main sur le capteur de la porte pour qu'elle ne se ferme pas. « Entrez » dit Victor. Harper soupira et entra. « 14, s'il vous plaît, puisque vous êtes près des boutons. » Victor appuya sur le 14. Il appuya sur le 42. Elle s'appuya contre le mur du fond, déchirant son sac en papier. Elle en sortit une pâtisserie à l'aspect violemment artificiel. La croûte feuilletée vola partout. Arthur tressaillit lorsqu'une miette atterrit sur sa chaussure noire polie. « Je me suis levé tôt aujourd'hui », annonça Harper en l'air, prenant une énorme bouchée. Le métro était à l'heure. « J'allais avoir 15 minutes d'avance, puis un pigeon a décidé de faire un kamikaze contre les portes du métro et nous a retardés. » Elle regarda Victor, mâchant agressivement. « Vous avez l'air d'un type qui ne prend pas le métro et qui n'a pas affaire aux pigeons. »« C'est exact, » dit Victor. « Ça doit être agréable. »« Que faites-vous ? » ?»« De la finance. Vous avez vraiment l'énergie du type qui saisit un orphelinat. » Arthur expira brusquement par le nez, un avertissement clair. Harper l'ignora. « Je supervise la logistique, » dit Victor calmement. Ce n'était pas un mensonge. Déplacer des armes illégales était un cauchemar logistique. « Amusante, marmonna-t-elle. » Elle laissa tomber un morceau de glaçage par terre. Elle jura doucement, se penchant pour le ramasser avec une serviette en papier. « Désolé, je suis un danger public. Vous portez,
Je ne sais même pas en quoi est fait ce costume, mais on dirait qu'il coûte mon loyer annuel. Ne me laissez pas mettre des miettes sur vous. Victor la regarda. Elle était accroupie près de ses chaussures en cuir italien coûteuse, frottant le sol avec une serviette bon marché. Il ressentit une envie soudaine et inexplicable de se pencher et de la relever par les épaules. Il voulait lui dire qu'elle n'avait pas à nettoyer le sol pour lui. Il voulait lui dire qu'il pouvait lui acheter toute la boulangerie. Il garda fermement ses mains le long de son corps. « Laissez », ordonna-t-il doucement. Elle se releva, jetant la serviette dans son sac. L'ascenseur sonna au 14e. « Eh bien, monsieur le logisticien, à la prochaine », dit-elle en sortant dans le purgatoire fluorescent de son bureau. Victor laissa les portes se fermer. Il resta silencieux, tandis que l'ascenseur montait en flèche. « Arthur, » dit Victor, sans se retourner. « Oui, patron. Faites installer une machine à expresso haut de gamme au 14e étage par le gérant de l'immeuble. Aujourd'hui. » Arthur cligna des yeux. « Monsieur, aujourd'hui, Arthur. » Et réapprovisionner leur salle de pause avec des pâtisseries fraîches de la boulangerie de la 5e avenue. Arthur ravala sa confusion. « Compris. » Les quais sentaient toujours la rouille et le poisson mort. Ce soir, il sentait aussi le cuivre. Victor se pencha au-dessus du lavabo industriel dans les toilettes vides de l'entrepôt, laissant couler l'eau froide. Il s'en aspergea le visage, regardant l'eau tourbillonner en rose dans le siphon. Ses jointures étaient éclatées, lancinantes d'une douleur sourde et lourde. La réunion avec le clan irlandais s'était mal passée. Les négociations avaient échoué. Les armes avaient été sorties. Victor avait géré la menace immédiate avec la violence brutale et aveuglante qui lui avait valu sa place à la tête de la table. 2 hommes étaient morts. Le visage de Victor était contusionné et une coupure peu profonde courait le long de sa pommette, là où une chevalière l'avait atteint. Il s'essuya le visage avec une serviette en papier rugueuse. Sa veste sur mesure était ruinée, jetée à l'arrière de son VUS blindé. Il ne portait plus que sa chemise blanche, les manches retroussées sur ses avant-bras épais, exposant l'encre sombre de ses tatouages de syndicat. Il était 22h45. Il devrait aller à son penthouse. Il devrait se verser un verre de scotch, laisser son médecin privé recoudre sa joue et dormir. Au lieu de cela, 30 minutes plus tard, son VUS s'arrêta dans le garage souterrain de la tour Gallo. Il ne fit pas monter Arthur. Il prit l'ascenseur seul. Il ignora le 42e étage. Il appuya sur le 14. Il ne savait pas si elle serait là. C'était irrationnel. C'était stupide. Un homme dans sa position ne faisait pas de détour, mais la violence de la nuit avait laissé un bourdonnement froid et creux dans ses oreilles, et il se retrouvait à avoir désespérément besoin de voir quelque chose de normal, quelque chose qui ne saignait pas, ne complotait pas ou ne lui mentait pas. Les portes s'ouvrirent. Le 14e étage était un cimetière de bureaux sombres. Le seul éclairage provenait des panneaux de sortie de secours et d'un unique carré de lumière vive dans le coin le plus éloigné. Victor marcha silencieusement sur la moquette bon marché. Harper était assise à son bureau. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, tenu par ce qui ressemblait à 2 crayons. Elle portait des lunettes anti-lumière bleue, cliquant furieusement sur sa souris, tout en marmonnant des menaces hostiles à son écran. Victor s'arrêta à 3 mètres, restant dans l'ombre. Il se contenta de la regarder. Stupide logiciel de rendu de merde. Siffla-t-elle, frappant la paume de sa main sur son bureau. Elle fit pivoter sa chaise par frustration et se figea. Elle haleta, sa main volant vers sa poitrine. Mon Dieu! Victor sortit de l'ombre, entrant dans la faible lueur de sa lampe de bureau. Harper cligna des yeux derrière ses lunettes, son cœur battant visiblement dans sa gorge. Elle reconnut le pantalon de costume, les larges épaules. « Monsieur le logisticien, qu'est-ce que vous faites à rôder dans le noir ?» Elle plissa les yeux, se penchant en avant. L'agacement dans sa voix disparut, remplacé par une alarme vive. « Oh mon Dieu, votre visage! Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Victor resta immobile. Il fut soudainement très conscient de son apparence. Il était un monstre qui venait de sortir des ténèbres, debout au milieu de sa réalité banale et sûre. « Un désaccord, » dit Victor. Sa voix était graveleuse. Harper se leva. Elle ne courut pas. Elle n'appela pas la sécurité. Elle se dirigea vers son classeur, ouvrit le tiroir du haut et en sortit une trousse de premiers secours en plastique. « Asseyez-vous, » ordonna-t-elle, montrant une petite chaise pivotante à côté de son bureau. Victor la fixa. Personne ne lui donnait d'ordre. Des hommes mouraient pour avoir élevé la voix contre lui,
Il s'approcha et s'assit. Harper rapprocha sa propre chaise. Elle ouvrit une lingette imbibée d'alcool. Ça va piquer. La logistique doit être bien plus agressive que je ne le pensais. Les chaînes d'approvisionnement sont très compétitives, murmura Victor. Elle pressa la lingette sur sa joue. Victor ne tressaillit pas, mais il sentit la chaleur de ses doigts contre sa peau. Elle était si proche qu'il pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns. Il pouvait sentir l'odeur persistante de ce savon bon marché à la vanille. « Vous devriez être chez vous, » dit Victor, les yeux fixés sur son visage. « J'ai une date limite, » soupira-t-elle en tamponnant la coupure. « Mon patron m'a balancé une énorme refonte de marque client sur mon bureau à 17h-5, et il m'a dit qu'il la voulait sur son bureau demain matin. C'est un parasite. » Victor mémorisa le nom du patron. L'homme serait au chômage avant le lever du soleil. « Vous ne devriez pas laisser les gens vous exploiter, » dit Victor doucement. Harper rit, un son fatigué et sincère. Elle jeta la lingette ensanglantée dans une poubelle et décolla un pansement. « L'exploitation est le prix du loyer dans cette ville. On n'a pas tous la chance de porter des cravates en soie et de gagner des bagarres pour des chaînes d'approvisionnement. » Elle pressa le pansement sur sa joue, lissant les bords avec son pouce. Sa main s'attarda une fraction de seconde. Elle se recula, s'éclaircissant la gorge, soudain consciente de la forte attraction magnétique dans le petit espace entre eux. « Voilà, » dit-elle doucement. « Vous allez vivre. » Victor la regarda. Le bourdonnement froid et creux dans ses oreilles avait complètement disparu. À sa place, il y avait une prise de conscience terrifiante et indéniable. Il ne voulait plus seulement la regarder de loin, il voulait la sortir de ce bureau. Il voulait brûler l'immeuble si elle le lui demandait. « Merci, Harper, » dit-il. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Je ne vous ai jamais dit mon nom. » Victor se leva. L'énorme différence de taille l'obligea à pencher la tête en arrière pour croiser son regard. « Je sais, » dit Victor. Il se tourna et s'éloigna dans l'obscurité, la laissant là, debout, le silence s'abattant à nouveau dans la pièce derrière lui. La machine à expresso du 14e étage était une pièce monolithique de chrome et d'acier poli. On aurait dit un vaisseau spatial qui s'était écrasé sur un comptoir en stratifié bon marché. Harper se tenait devant, à 8h45, le mercredi matin, fixant l'écran tactile lumineux. Elle n'avait pas dormi. Elle avait soumis la présentation de la refonte à 4h12 du matin, s'était effondrée sur son bureau et s'était réveillée à 7h du matin avec une empreinte de clavier sur la joue gauche. Elle était entièrement préparée à affronter la colère de Richard, son chef de service perpétuellement rougeaud et micromanager. Au lieu de cela, elle trouva la machine à café vaisseau spatial, un assortiment de pâtisseries artisanales qui sentait le beurre pur, et un étrange silence bourdonnant dans le bureau. « Est-ce que la direction nous a rachetés ?» marmonna Harper, appuyant sur un bouton qui versa un macchiato parfaitement stratifié dans sa tasse. Son collègue, un type nerveux nommé Ben, se glissa à côté d'elle. Il attrapa un croissant au chocolat avec la révérence d'un homme manipulant une relique sacrée. « Tu n'as pas entendu ?» murmura-t-il, ses yeux se dirigeant vers le bureau vitré du manager. « Entendu quoi ?»« J'étais techniquement inconsciente ces 3 dernières heures. Richard est parti. » Harper prit une gorgée de café. C'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Parti comme pour un rendez-vous chez le dentiste ou parti comme après avoir piqué une autre crise et cassé la photocopieuse. Parti comme si son bureau était entièrement vide. La sécurité est montée à 6h du matin, avec des boîtes en carton. Ils ont vidé son bureau. Les RH ont envoyé un email il y a 5 minutes, disant que Richard a décidé de poursuivre d'autres opportunités de carrière avec effet immédiat, et que nous sommes maintenant directement sous la supervision de la holding. Ben prit une bouchée du croissant, une expression de pur bonheur envahissant son visage. Et puis cette machine est apparue. C'est comme si on était mort et allé au paradis de l'entreprise. Harper fixa le bureau sombre et vide de Richard. Un frisson, totalement indépendant de la climatisation agressive, lui parcourut la nuque. Vous ne devriez pas laisser les gens vous exploiter. Le souvenir du logisticien, assis sur sa chaise pivotante bon marché, le visage contusionné, sa voix portant le poids d'une arme chargée, résonna dans sa tête. Elle chassa cette pensée. C'était une coïncidence. Le logisticien était un cadre moyen, avec du tempérament et une belle veste. Il n'avait pas le pouvoir de faire disparaître un chef de service avant le lever du soleil, n'est-ce pas? 42 étages plus haut, Victor regardait la salle de pause du 14e étage sur un écran de sécurité muet.
Il était assis dans le fauteuil, en cuir sombre derrière son bureau, les coudes sur les accoudoirs, les mains jointes devant son visage. Il la regardait boire le café. Il regardait la tension quitter ses épaules. Il la regardait prendre une pâtisserie, l'examiner et en prendre une bouchée énorme et peu gracieuse. Une ligne de tension faible, presque imperceptible, se relâcha dans la poitrine de Victor. Arthur se tenait près de la porte, rigide et complètement mal à l'aise. « Monsieur, la transition du département marketing est terminée. Richard a reçu une indemnité de départ et a signé un accord de non-divulgation très agressif. Il déménage à Seattle aujourd'hui. »« Bien, » murmura Victor, ses yeux ne quittant jamais l'écran. « Monsieur, » commença Arthur, hésitant. C'était un terrain dangereux. On ne remettait pas en question Victor Gallo. Si je peux me permettre, les capitaines du syndicat des quais demandent une réunion de suivi après les complications de la nuit dernière. Ils veulent être rassurés. Ils l'auront quand je déciderai de la leur donner, dit Victor. La glace était de retour dans sa voix. Laissez-les mariner. Les Irlandais ont fait un mouvement. Nous l'avons repoussé. Ils doivent savoir que je suis parfaitement à l'aise de les laisser saigner un peu plus longtemps. Compris. Arthur changea de poids. Et la fille, patron. Victor détourna enfin son regard de l'écran. Il regarda Arthur. Le silence dans la pièce devint lourd, suffocant, pressant contre les vitres. Arthur déglutit difficilement, regrettant instantanément sa question. « Harper » corrigea doucement Victor. « Son nom est Harper. »« Oui, patron. Harper. Est-elle un risque ?»« Elle ne vous concerne en rien, Arthur. » C'était un renvoi. Arthur hocha la tête une fois et sortit du bureau, fermant les lourdes portes en chêne derrière lui. Resté seul, Victor se leva et se dirigea vers les fenêtres allant du sol au plafond. La ville s'étendait sous lui, une grille de béton de millions de personnes, vivant des millions de vies insignifiantes. Pendant 10 ans, il avait opéré au-dessus de tout ça. Il avait construit une forteresse d'argent, de peur et de sang. Il était en sécurité ici. Il était intouchable. Mais en regardant les rues grises, il réalisa qu'il ne voulait plus être dans la forteresse. Il voulait être dans le métro. Il voulait sentir le savon bon marché à la vanille. Il voulait sentir le frottement rugueux d'une serviette en papier contre sa peau. Il devait la revoir. C'était une impulsion dangereuse. Il était un homme dangereux, et sa proximité n'apportait que la violence. Il le savait. La partie logique et impitoyable de son cerveau lui disait de verrouiller le 14e étage, de couper les ponts avec la filiale et de ne plus jamais prendre l'ascenseur de la direction à 8h14 du matin. Victor vérifia sa lourde montre en acier. Il était 17 heures. Il attrapa son manteau. En bas, dans le hall, l'heure de pointe du soir battait son plein. Un fleuve d'employés de bureau épuisés se dirigeait vers les portes tournantes, désespérés de s'échapper dans la soirée pluvieuse. Harper était parmi eux, son grand sac fourre-tout en bandoulière, son trench coat effiloché, boutonné jusqu'au menton. Elle se battait avec son parapluie bon marché, essayant d'ouvrir les baleines en métal tout en marchant. « Allez, espèce de saleté !» marmonna-t-elle en secouant le parapluie. Il se retourna brusquement, se mettant complètement à l'envers. Harper s'arrêta au milieu du hall bondé, fixant le parapluie ruiné, avec un air de profonde défaite. Elle soupira, laissant tomber sa tête. « Parfait. Tout simplement parfait. Vous avez besoin d'un nouveau parapluie. » La voix était basse, rauque et intimement proche. Harper sursauta et se retourna. Victor se tenait à moins d'1 mètre. Il portait un pardessus anthracite qui rendait ses épaules incroyablement larges. L'ecchymose sur sa joue s'était transformée en un violet sombre et furieux, et le pansement blanc contrastait avec sa peau bronzée. Les gens dans le hall s'écartaient activement autour de lui, lui laissant un large espace sans même s'en rendre compte. « Monsieur le logisticien !» souffla Harper. Son cœur eut un battement étrange et erratique contre ses côtes. Elle regarda son visage, ressentant une envie tout à fait inappropriée de tendre la main pour vérifier si le pansement était toujours bien en place. « Vous me suivez ?»« Non, » dit Victor. Il regarda le parapluie ruiné dans sa main. Il tendit la main et le lui prit doucement. Il fit 2 pas vers une lourde poubelle en laiton et le jeta à l'intérieur. Il revint vers elle. « Je pars. Vous avez besoin d'un transport. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Harper cligna des yeux. « J'ai besoin du métro, qui est actuellement inondé, selon Twitter. Donc, j'ai besoin du bus. Vous n'avez pas à me transporter partout juste parce que je vous ai mis un pansement.
J'ai une voiture qui attend. Dites-moi où vous habitez. Vous êtes sérieux? On dirait un parrain de la mafia qui essaye d'enlever un témoin. Elle rit, un son nerveux et léger. Victor ne sourit pas. Il se contenta de la fixer. L'intensité impassible de son regard lui coupa le souffle. Il s'approcha, envahissant son espace personnel. L'odeur de la pluie, du cèdre coûteux et de quelque chose d'uniquement sombre l'enveloppa. « Je vous offre un trajet, Harper, » dit-il doucement. « Il pleut. Vous n'avez pas de parapluie, et je n'aime pas l'idée que vous attendiez à un coin de rue. » Elle leva les yeux vers lui. Elle savait qu'elle devrait dire non. Elle savait que cet homme était étrange, intense et physiquement dangereux. Mais en le regardant dans les yeux, elle ne ressentit pas de peur. Elle ressentit quelque chose de complètement différent. Une forte attraction magnétique, une étrange sensation d'être complètement, entièrement vue par un homme qui regardait le reste du monde comme s'il n'existait pas. « D'accord », céda Harper, frissonnant alors qu'un courant d'air des portes tournantes la frappait. « Mais si vous me tuez, je rendrai votre service de logistique pour toujours. »« Notez », dit Victor. Il leva une main, faisant un geste vers les portes. « Après vous. » La voiture n'était pas une voiture normale. Harper s'assit à l'arrière de la Maybach noire, s'enfonçant dans des sièges en cuir plus doux que son matelas. Les vitres étaient fortement teintées. Une solide cloison les séparait du chauffeur. Le silence à l'intérieur de la cabine était absolu, bloquant les klaxons et les sirènes chaotiques de la ville. Victor était assis à côté d'elle, regardant droit devant. Il prenait énormément de place. « Alors » dit Harper, brisant le silence. Elle ne supportait pas le calme. Cela la rendait hyper consciente de l'espace entre eux. Richard a été viré aujourd'hui, effacé de l'existence. En fait, je suis au courant, dit Victor. C'est vrai. Logistique d'entreprise. Harper tordit la sangle de son sac. Ils ont aussi remplacé notre machine à café. Elle fait des flat whites. Ben a pleuré. Une caféine adéquate augmente la productivité. Harper tourna la tête pour le regarder. Son profil était acéré, taillé dans le granit. Vous y êtes pour quelque chose. L'affaire Richard. Victor tourna lentement la tête pour croiser son regard. Il pourrait mentir. Ce serait facile. Il mentait aux politiciens, aux juges et aux tueurs tous les jours. Mais en regardant Harper, les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il ne voulait pas amener ses ombres dans sa lumière, mais il refusait d'insulter son intelligence. Votre manager était un obstacle à un environnement de travail sain, dit Victor d'un ton neutre. Les obstacles sont faits pour être supprimés. Les yeux de Harper s'écarquillèrent légèrement. Elle le fixa, essayant de déchiffrer la menace sous-jacente au jargon d'entreprise. Vous l'avez viré parce que je me suis plainte de ma date limite. Je l'ai relocalisé, corrigea Victor. Il a été généreusement indemnisé. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas bouleverser la vie d'un homme parce qu'une fille dans un ascenseur s'est plainte de lui. Je peux, dit Victor doucement. Et je l'ai fait. Harper se tut. Elle détourna le regard, fixant la vitre striée de pluie. Elle ne savait pas quoi penser de lui. Il était un puzzle au bord déchiqueté et dangereux. La voiture quitta le quartier financier policé pour entrer dans les rues plus sales et négligées de son quartier. Les néons clignotaient. Les ordures s'entassaient sur les trottoirs. Harper ressentit une soudaine pointe d'embarras. Elle vivait dans un immeuble délabré sans ascenseur, au-dessus d'une laverie fermée. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'un homme en Maybach visitait. « Vous pouvez vous arrêter ici », dit Harper en désignant le coin. C'est une rue à sens unique plus loin. Victor ne transmit pas l'ordre au chauffeur. La voiture tourna doucement dans la rue étroite, les pneus éclaboussant dans de profonds nids de poules, jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant son immeuble. « Merci pour le trajet », dit Harper, en attrapant son sac. Elle tendit la main vers la poignée de la porte. « Attendez », ordonna Victor. Il n'attendit pas sa réponse. Il ouvrit sa porte et sortit sous la pluie battante. Harper le regarda, confuse, alors qu'il contournait l'arrière de la voiture. Il ouvrit sa porte, tenant un immense parapluie noir au-dessus de l'ouverture pour la protéger. Elle sortit, se blottissant immédiatement sous le dôme protecteur du parapluie. Il se tenait très près. « Vous mouillez votre costume », nota-t-elle, regardant la pluie tacher ses épaules. Ce n'est que du tissu. Il se tenait sur le trottoir fissuré. Harper montra la lourde porte en métal couverte de graffitis. « Eh bien, voici ma somptueuse demeure. Merci encore, monsieur le logisticien. » Elle fouilla dans son sac, cherchant ses clés. À ce moment-là,
La porte en métal s'ouvrit violemment. Un homme grand et corpulent en maillot de corps sale en sortit en titubant. Il sentait intensément la bière éventée et les cigares bon marché. C'était M. Henderson, le propriétaire de l'immeuble, qui avait la réputation de recouvrer les loyers de manière agressive et d'entrer dans les appartements sans préavis. Il foudroya Harper du regard. « Davis, vous êtes en retard pour les charges. Je vous ai dit que je voulais les 50 $ pour vendredi, ou je vous coupe l'eau chaude. » Harper se raidit, le visage rouge. « Monsieur Henderson, le bail dit que les charges sont incluses. Vous ne pouvez pas inventer des frais juste parce que vous avez encore perdu aux courses. » Henderson s'avança, son visage prenant une vilaine teinte violette. Il leva un doigt épais et charnu, le pointant agressivement vers le visage de Harper. « Écoutez-moi bien, petite. » Il ne finit jamais sa phrase. Victor bougea avec une vitesse terrifiante et fluide. Sa grande main jaillit, se refermant sur le poignet épais de Henderson. Il ne se contenta pas de le tenir. Il appliqua une pression précise et localisée. Henderson laissa échapper un hoquet de douleur aiguë, ses genoux fléchissant légèrement alors que les os de son poignet craquaient sous la poigne de fer de Victor. Victor se glissa doucement entre Harper et le propriétaire. Son visage ne changea pas. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air complètement vidé, vide de toute émotion humaine. Le parapluie les protégeait, créant une bulle intime et terrifiante sur le trottoir mouillé. « Vous ne vous adressez pas à elle correctement », murmura Victor. Sa voix était à peine plus forte que la pluie qui tombait, mais elle portait un poids glacial et mortel. Les yeux de Henderson s'écarquillèrent de panique. Il regarda le costume sur mesure, les jointures cicatrisées, la Maybach noire à l'arrêt sur le trottoir, et les yeux morts et terrifiants de l'homme qui lui brisait le poignet. Le propriétaire reconnut instantanément ce qu'il voyait. On ne vivait pas dans cette ville sans connaître le regard d'un homme qui tuait sans conséquence. Je, balbutia Henderson, la sueur perlant sur son front malgré la pluie froide. L'eau chaude restera fonctionnelle, déclara Victor, sa voix plate. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Si jamais elle se sent mal à l'aise dans cet immeuble, je reviendrai et nous aurons une conversation beaucoup plus longue. Comprenez-vous les mécanismes de cet arrangement? Oui. Oui, j'ai compris. Mon Dieu, lâchez-moi. Victor le relâcha. Il ne le poussa pas. Il ouvrit simplement sa main. Henderson recula en titubant, se tenant le poignet, et tomba presque à la renverse à l'intérieur de l'immeuble, claquant la lourde porte en métal derrière lui. Le silence revint dans la rue, à l'exception du tambourinement régulier de la pluie sur le parapluie. Harper était figé. Son cœur battait si vite qu'il s'emballait dans sa poitrine. Elle regarda Victor. Il sortit un mouchoir blanc immaculé de sa poche, essuyant méthodiquement la main qui avait attrapé le propriétaire avant de laisser tomber le tissu dans une flaque d'eau voisine. Il se tourna pour la regarder. Le vide mortel avait disparu de ses yeux, remplacé par cette observation intense et hyper concentrée. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Harper déglutit difficilement. « Qui êtes-vous »« Je suis l'homme qui s'assure que vous avez de l'eau chaude, » dit Victor. « Vous lui avez presque cassé le poignet. Vous n'avez même pas scié. » Elle recula dessous le parapluie, laissant la pluie frapper son visage. « Vous n'êtes pas dans la logistique d'entreprise. Richard n'a pas été relocalisé, n'est-ce pas? Richard est vivant et à Seattle, » dit fermement Victor, s'avançant pour la couvrir à nouveau avec le parapluie. « Je ne tue pas de civils. » Le mot resta en suspens dans l'air. « Civil. » Le souffle de Harper se coupa. Elle regarda la voiture de luxe. Elle regarda les ecchymoses sur son visage. Elle regarda la façon dont il se tenait, équilibré, complètement insensible au chaos de la ville. « Qu'est-ce que vous êtes ?» murmura-t-elle. « Je suis un homme qui a vécu une vie très sombre, Harper, » dit Victor, sa voix tombant dans un murmure graveleux. « Je suis un homme qui aime les choses calmes. J'aime les choses ordonnées. » Il la regarda, ses yeux sombres traçant la ligne de sa mâchoire, les mèches mouillées de ses cheveux. « Et puis vous avez arrêté mon ascenseur. » Harper sentit un frisson lui parcourir l'échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. « Rentrez, » ordonna Victor doucement. « Verrouillez votre porte. » Il se tourna et retourna à la voiture. Harper resta sous la pluie, regardant les feux arrière rouges s'estomper dans la brume, la poitrine serrée par une prise de conscience terrifiante et excitante. Elle venait d'être réclamée par un monstre, et que Dieu lui vienne en aide, elle n'avait pas envie de fuir. Internet est un endroit dangereux quand on sait exactement quelles questions poser.
Harper était assise par terre dans son appartement, enveloppée dans une couverture, une tasse de thé bon marché refroidissant sur le plancher à côté d'elle. Le radiateur cliquetait inutilement dans le coin. L'écran de son ordinateur portable projetait une dure lumière bleue sur son visage. Il était 2 heures du matin. Elle avait commencé par chercher la holding qui possédait sa filiale. Gallo Enterprises, un site web d'entreprise stérile, des descriptions vagues de transport, d'immobilier et d'importation. Puis elle a creusé plus profond. Elle a cherché dans les archives judiciaires, les conflits syndicaux sur les quais de la côte Est, les communiqués de presse du FBI concernant le crime organisé dans le secteur du transport maritime. Le nom n'apparaissait que dans l'ombre des articles, murmuré dans les marges d'actes d'accusation qui n'aboutissaient jamais vraiment. Victor Gallo, le chef du syndicat Gallo, soupçonné de racket, d'extorsion et de contrôle du commerce d'armes clandestin, déguisé en fret logistique. Intouchable, impitoyable, le fantôme de la côte Est. Harper fixa une photo de surveillance granuleuse enfouie dans une archive de presse vieille de 10 ans. C'était lui, plus jeune, mais avec la même mâchoire brutale, les mêmes yeux morts et terrifiants. Elle claqua l'ordinateur portable. Le bruit sec résonna dans son petit appartement. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, posant son menton dessus. Elle était une graphiste junior. Elle stressait à propos des codes hexadécimaux et des alignements de police. La chose la plus illégale qu'elle ait jamais faite était d'utiliser le mot de passe Netflix de sa colocataire après son déménagement. Elle venait de laisser un parrain de la mafia réparer sa machine à café et menacer son propriétaire. La peur était la réponse logique. Elle devrait faire un sac, rompre son bail et retourner en Ohio. Elle devrait disparaître. Mais alors qu'elle était assise dans le noir silencieux, tout ce à quoi elle pouvait penser était la façon dont il avait tenu le parapluie. La façon dont il l'avait laissé mettre un pansement bon marché sur son visage. Le son de sa voix quand il disait son nom. Je n'aime pas l'idée que vous attendiez à un coin de rue. À 8 heures du matin le lendemain, Harper entra dans le hall de la tour Gallo. Elle ne fit pas la queue pour les ascenseurs principaux. Elle ne regarda pas son téléphone. Elle passa directement devant la réception, ignorant les gardes de sécurité, et se dirigea dans le couloir de marbre vers l'ascenseur privé de la direction. Arthur se tenait près des portes en acier poli. Il la vit arriver. Il se redressa, sa silhouette massive bloquant le bouton d'appel. « Mademoiselle Davis », grogna Arthur. « Vous n'êtes pas autorisée dans ce couloir. » Harper s'arrêta à quelques pas de lui. Elle se sentait complètement dépassée. Une souris défiant un grizzly. Mais elle releva le menton. « Je veux le voir », dit-elle. Sa voix tremblait légèrement, mais elle tint bon. Le visage d'Arthur resta un masque de pierre. « Monsieur Gallo n'est pas disponible. Dites-lui que je suis là. Dites-lui que la fille du 14e étage veut parler de logistique. » Arthur la fixa pendant un long et lourd moment. Il leva la main, pressant un doigt sur l'oreillette cachée dans son oreille. Il parla doucement, protégeant sa bouche. Il attendit. Il écouta. Arthur baissa la main. Il s'écarta, le visage sombre. « Il vous recevra. Ne testez pas sa patience, mademoiselle Davis. Ce n'est pas un homme qui tolère les jeux. »« Moi non plus, » marmonna Harper. Arthur passa une carte magnétique sur le scanner. Les lourdes portes d'acier s'ouvrirent. Harper entra. Elle appuya sur le 42. Le trajet fut d'une lenteur angoissante. Son estomac se noua. Les chiffres numériques défilaient vers le haut, l'arrachant à son monde normal pour la propulser dans le sien. 42. Les portes sonnèrent et s'écartèrent. Le dernier étage était une forteresse de verre, de marbre noir et de bois sombre. C'était entièrement silencieux. Harper posa le pied sur la moquette épaisse, ses baskets mouillées laissant de légères marques sur le sol immaculé. Continuez tout droit. La voix venait d'un haut-parleur au-dessus d'elle, rauque, autoritaire. Elle descendit le couloir, passant devant d'immenses portes doubles qui étaient ouvertes. Elle entra dans son bureau. Il était de la taille de son immeuble tout entier. Un mur était entièrement vitré, donnant sur la ville, enveloppé dans le brouillard matinal. Victor se tenait près de la fenêtre. Il ne portait pas de veste. Sa chemise blanche était déboutonnée au col, les manches retroussées pour exposer l'encre sombre et violente qui rampait sur ses avant-bras. Il avait l'air dangereux. Il ressemblait exactement à l'homme dont elle avait lu l'histoire dans les archives. Il se retourna lentement, ses yeux sombres fixés sur les siens. « Vous avez fait des recherches sur moi », déclara Victor. « Ce n'était pas une question. Vous possédez les quais de la ville. Vous dirigez un syndicat du crime. Vous êtes Victor Gallo.
La voix de Harper était remarquablement stable, bien que ses mains tremblent. Elle les enfonça profondément dans les poches de son trench coat effiloché. Oui, il ne sia pas. Il n'essaya pas d'adoucir le coup. « Allez-vous me tuer pour le savoir ?» La mâchoire de Victor se serra. Un éclair de quelque chose de brut et de profondément douloureux traversa ses traits stoïques. Il fit un pas vers elle, la simple gravité de sa présence aspirant l'air de la pièce. « Je réduirai cette ville en cendres avant de laisser quiconque vous faire du mal, » dit Victor, sa voix tombant dans un bourdonnement bas et vibrant, y compris moi-même. Harper retint son souffle. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez pas. Vous êtes un parrain de la mafia, Victor. Vous extorquez les gens. Vous faites du mal aux gens. » « J'élimine les menaces, » corrigea doucement Victor, réduisant la distance entre eux. Il s'arrêta à quelques centimètres. Elle dut pencher la tête en arrière pour le regarder. « Je vis dans l'obscurité, Harper. Pendant 10 ans, je n'ai ressenti aucune émotion humaine. J'ai opéré. J'ai survécu. J'ai bâti un empire sur la violence. Parce que la violence est la seule monnaie que ce monde respecte. » Il leva lentement la main, télégraphiant son mouvement pour qu'elle ne tressaille pas. Il ne la toucha pas. Sa main plana à 1 centimètre de sa joue, traçant la ligne de sa mâchoire dans l'air. Et puis il murmura, ses yeux tombant sur ses lèvres avant de croiser à nouveau son regard. « Une fille a coincé une basket mouillée dans mon ascenseur. Elle s'est plainte de son patron. Elle a laissé tomber des miettes de pâtisserie sur mes chaussures. Elle ne m'a pas regardé avec peur ou avidité. Elle m'a regardé comme si j'étais une personne. » Le cœur de Harper martelait contre ses côtes. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. Elle pouvait sentir l'huile d'arme et l'eau de Cologne coûteuse accrochée à sa chemise. « Tu es un criminel, » murmura-t-elle. Une dernière tentative désespérée de s'accrocher à son esprit rationnel. « Je le suis. Tu as menacé mon propriétaire. J'ai protégé ce qui est à moi. » Harper haleta doucement. « Je ne suis pas à toi. » Victor combla enfin l'écart. Sa grande main rugueuse se posa sur sa mâchoire. Son contact était incroyablement doux, un contraste frappant avec la violence dont elle savait qu'il était capable. Son pouce frôla sa pommette. « Tu l'es, » dit Victor, sa voix un vœu sombre et absolu. « Tu étais à moi à la seconde où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Tu ne le sais juste pas encore. » Il ne l'embrassa pas. Il ne la força pas. Il resta là, laissant le poids de sa confession s'installer sur elle, lui laissant entièrement le choix. Elle pouvait sortir, prendre l'ascenseur et disparaître dans la foule. Il la laisserait partir. Il souffrirait à nouveau du silence si c'était ce qu'elle voulait. Harper regarda dans les yeux du monstre. Elle vit le sang sur ses mains et la glace dans ses veines. Mais sous tout cela, elle vit le besoin humain désespéré d'un homme debout dans le froid, attendant qu'on le laisse entrer. Harper leva la main. Elle enroula ses doigts autour de son poignet. Elle ne le repoussa pas. Elle le tira plus près. Quand elle le tira vers elle, Victor ne bougea pas immédiatement. Pendant une fraction de seconde, l'homme le plus mortel de la côte Est se figea. C'était un homme habitué à prendre, à briser et à commander. Être invité, être choisi, brisa l'architecture rigide de son esprit. Puis son contrôle céda. Sa bouche s'abattit sur la sienne. Ce n'était pas un baiser de cinéma tout en douceur. C'était un baiser désespéré, intense. Il avait le goût du café noir, de l'adrénaline et de la ruine. Les mains de Victor, massives et calleuses, encadrèrent son visage comme si elle était faite de verre ancien, la tenant avec une révérence prudente et terrifiante. Harper agrippa les revers de sa chemise, s'ancrant contre sa force pure. Elle sentit le muscle solide et inflexible de sa poitrine, le battement lourd de son cœur, et la forme froide et dense de l'âme dans son étui, plate contre ses côtes. Cela aurait dû la terrifier. L'arme, l'homme, la réalité de ce qu'elle faisait. Au lieu de cela, elle s'y abandonna. Elle sentit l'anxiété chaotique et bourdonnante de sa vie quotidienne s'évaporer, avalée tout entière par la sécurité absolue et écrasante de son ombre. Quand Victor se retira enfin, sa respiration était saccadée. Il posa son front contre le sien. Ses yeux étaient fermés. Il avait l'air complètement anéanti, dépouillé de l'armure pare-balles qu'il portait pour le reste du monde. « Tu ne peux pas revenir en arrière » murmura Victor, sa voix un râle graveleux. « Si tu restes dans cette pièce, Harper, tu es à moi. Je ne te laisserai pas partir. Je mettrai en pièces quiconque essaiera de te prendre. Je ne demande pas à partir, » dit-elle doucement. Elle écarta une mèche de cheveux sombres de son front. Victor ouvrit les yeux.
Le vide terrifiant et impassible avait disparu. À sa place, il y avait un feu féroce et possessif qui lui coupa le souffle. La vie au 14e étage changea subtilement au cours des 3 semaines suivantes. Harper allait toujours à son bureau. Elle concevait toujours des logos. Elle traitait toujours avec des clients qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Mais les bords de son monde avaient été rembourrés de Kevlar. La filiale fut discrètement restructurée. La nouvelle chef de service était une femme calme et polie, qui ne demandait jamais à Harper de rester après 17 heures. Une voiture avec chauffeur était en permanence garée devant l'immeuble, son chauffeur attendant strictement Harper à la fin de sa journée. Elle ne prenait plus le métro. Elle ne s'inquiétait plus de son propriétaire, qui traversait maintenant activement la rue chaque fois qu'il la voyait arriver. Et chaque mardi à 8h14 du matin, elle prenait l'ascenseur de la direction. Elle entrait et Arthur appuyait sur le bouton du 42. Elle passait exactement 15 minutes dans le bureau de Victor. Parfois, il buvait du café en silence. Parfois, elle s'asseyait sur son bureau, balançant ses jambes, parlant de ses plaintes banales, pendant qu'il examinait des manifestes d'expédition valant des dizaines de millions de dollars. Il l'écoutait avec la même intensité hyper concentrée qu'il appliquait au démantèlement des cartels rivaux. Elle l'ancrait. Elle était le seul endroit calme dans son univers violent. Mais l'univers de Victor ne tolérait pas le calme bien longtemps. Un syndicat fonctionne sur la peur et l'invulnérabilité perçue. La faction irlandaise, dirigée par un homme vieillissant et amer nommé Declan, n'avait pas oublié les 2 hommes que Victor avait tués sur les quais. Ils avaient passé le dernier mois à chercher une faille dans l'armure de l'Empire gallo. Victor était notoirement un fantôme. Il n'avait pas de famille. Il n'avait pas de vice. Il n'avait aucune faiblesse. Jusqu'à ce que les hommes de Declan remarquent la Maybach noire à l'arrêt devant un immeuble délabré dans le pire quartier de la ville. C'était un jeudi soir. La pluie avait rendu la ville lisse et noire. Harper travaillait tard, ignorant les suggestions polies de sa nouvelle manager de rentrer chez elle. Elle avait un projet qui lui tenait vraiment à cœur, et elle voulait le terminer. Elle était seule au 14e étage. Le seul son était le bourdonnement des néons et le cliquetis de sa souris. 42 étages plus haut, Victor était assis à son bureau. Il regardait un flux en direct des caméras de sécurité. Il la regardait travailler. C'était une habitude qu'il avait développée. Une vigile silencieuse qui tenait le bourdonnement creux à distance de ses oreilles. Le téléphone de son bureau sonna. Une ligne directe sécurisée. « Parlez !» ordonna Victor. « Patron, c'était Arthur. Il était posté dans le hall. Nous avons un problème. 3 véhicules viennent de s'arrêter au quai de chargement, non identifié, suspension lourde. Je reconnais le chauffeur de la voiture de tête. C'est Sullivan, le bras droit de Declan. » Victor se leva. Le lourd fauteuil en cuir racla violemment le parquet. Verrouillait le hall. La voix de Victor était un monotone plat et mortel. « Coupez le courant des ascenseurs principaux. Monsieur, ils ne viennent pas pour le hall. Ils ont contourné la barrière de sécurité. Ils se dirigent vers les escaliers de service. » Arthur fit une pause, la prise de conscience le frappant. Il se déplace vers les niveaux intermédiaires. Victor ne répondit pas. Il laissa tomber le téléphone. Il passa la main sous son bureau, ses doigts se refermant sur la poignée froide et texturée de son Sig Sauer. Il arma la culasse. Le claquement métallique sec résonna dans le bureau silencieux. Il ne prit pas l'ascenseur. C'était trop lent. Victor ouvrit brusquement les lourdes portes en chêne et se mit à courir vers l'escalier de la direction. Au 14e étage, Harper étira ses bras au-dessus de sa tête, ses articulations craquant. Elle vérifia l'heure sur son écran. 20h45. Elle soupira, enregistrant son fichier et éteignant son ordinateur. Le bureau plongea dans un éclairage de veille tamisé. Elle attrapa son grand sac fourre-tout et le jeta sur son épaule. Elle se dirigea vers les portes vitrées, menant au couloir principal. Elle s'arrêta. La lourde porte coupe-feu renforcée au bout du couloir, celle menant aux escaliers de service, était censée être verrouillée. Elle était ouverte, un morceau de bois coincé sous le cadre. Harper sentit une soudaine chute glaciale dans son estomac. Le silence du bureau devint soudain lourd, prédateur. Elle fit un pas en arrière. 3 hommes sortirent de la cage d'escalier. Ils ne portaient pas de costume. Ils portaient des vestes tactiques sombres, leurs visages obscurcis par les ombres du couloir tamisé. L'homme au centre, Sullivan, était massif, tenant un pistolet automatique, avec silencieux le long de son corps. Il regarda le long du couloir.
Il la vit debout près des portes vitrées. Sullivan sourit. C'était un sourire froid et laid. « Eh bien, » dit Sullivan, sa voix portant dans le couloir vide. « Regardez ce que le fantôme a laissé traîner. » Harper ne cria pas. Elle ne posa pas de questions. Elle se retourna et courut. Elle se débattit frénétiquement à travers le labyrinthe de bureaux. Sa poitrine brûlait alors que la panique inondait son système. Elle renversa une chaise, le plastique claquant violemment contre la moquette bon marché. Elle avait besoin d'une arme. Elle avait besoin d'un téléphone. Son portable était au fond de son immense sac. « Ne cours pas, ma belle. » La voix de Sullivan flottait par-dessus les cloisons basses, calme et amusée. Le bruit sourd de leurs bottes la suivait. « On ne veut pas te faire de mal. On veut juste utiliser ton téléphone pour passer un appel à ton petit ami. » Harper se cacha sous un bureau dans l'allée centrale, pressant son dos contre le classeur en métal. Elle plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer le son de sa propre respiration saccadée. Ses mains tremblaient violemment. Elle fouilla dans son sac, ses doigts cherchant désespérément le verre lisse de l'écran de son téléphone. Cling! Un des hommes donna un coup de pied dans une poubelle près de son allée. Ils se dispersaient. « Vérifiez la salle de pause », ordonna Sullivan. Harper trouva son téléphone. Elle le sortit, son pouce planant au-dessus de l'écran. La luminosité était aveuglante dans l'obscurité sous le bureau. Avant qu'elle ne puisse composer un numéro, une botte lourde s'abattit sur le côté du bureau sous lequel elle se cachait. Le plateau en bois se fendit, toute la structure la heurtant violemment à l'épaule. Elle haleta, laissant tomber le téléphone. Une grande main se baissa, attrapant le col de son trench coat. Elle fut tirée de sous le bureau, projetée sans effort en arrière sur le sol de l'allée principale. Elle heurta durement la moquette, le souffle coupé. Sullivan se tenait au-dessus d'elle, pointant le pistolet avec silencieux, directement sur sa poitrine. « Debout !» grogna Sullivan. Harper recula, ses mains raclant la moquette rugueuse. Elle leva les yeux vers le canon de l'arme. Elle pensa à Victor. Elle pensa à l'ombre froide et sûre dans laquelle elle était volontairement entrée. Elle réalisa avec une clarté soudaine que c'était le prix à payer. « Vous faites une erreur !» s'étrangla Harper. « La seule erreur, c'est Gallo, qui a cru pouvoir nous écraser sans se faire mordre en retour, » ricana Sullivan. Il se pencha, attrapa son bras et la releva. « Marche !» Le son de la sonnerie de l'ascenseur traversa l'air. Sullivan se figea. Les deux autres hommes se retournèrent, levant leurs armes vers les portes du hall principal. L'affichage numérique au-dessus de l'ascenseur de la direction clignota. 14. Les lourdes portes d'acier ne se sont pas contentées de s'ouvrir. Elles ont pratiquement explosé, gémissant sous la force violente d'un homme qui n'avait pas de temps à perdre avec la mécanique. Victor sortit. Il ne ressemblait pas au cadre d'entreprise que Harper connaissait. Sa veste de costume avait disparu. Sa chemise blanche contrastait avec l'éclairage tamisé. Son visage était entièrement dépourvu d'humanité. C'était le visage d'un homme qui avait laissé le monde civilisé derrière lui et était retourné à l'abattoir. Gallo aboya Sullivan, poussant légèrement Harper en avant comme un bouclier. « Lâche ton arme, ou je lui fais un trou tout de suite. » Victor ne s'arrêta pas de marcher. Son rythme était mesuré, régulier, totalement imperturbable. Il leva son Sig Sauer. « Je tuerai tout ce qui se trouve dans cette pièce. » La voix de Victor était un grondement bas et terrifiant qui semblait faire vibrer le sol. « Si tu poses un souffle sur elle. » Les deux hommes qui flanquaient Sullivan tirèrent. Les tirs avec silencieux étaient discrets. Des sifflements secs dans l'air. Le mur derrière Victor explosa. Il ne scilla même pas. Il ne plongea pas pour se mettre à l'abri. Il riposta simplement. La violence n'était pas cinématographique. Elle était brutale, efficace et horriblement rapide. Victor tira 2 fois sur l'homme de gauche. 2 balles à pointe creuse frappèrent la poitrine de l'homme, le faisant tomber au sol comme un sac de ciment mouillé. L'homme de droite réussit à tirer une autre balle avant que le 3e tir de Victor ne l'atteigne à la gorge. L'homme s'effondra, gargouillant, griffant son propre cou. Cela prit moins de 3 secondes. 2 hommes étaient morts. Sullivan paniqua. Il poussa violemment Harper vers la gauche, la projetant contre une rangée de classeurs pour dégager sa ligne de mire et leva son arme vers Victor. Victor tira. La balle brisa le poignet de Sullivan, celui qui tenait l'arme. Sullivan hurla, un son aigu et strident d'agonie absolue, laissant tomber l'arme. Victor combla la distance. Il n'utilisa plus l'arme, il la rengaina.
Il voulait utiliser ses mains. Il attrapa Sullivan par la gorge, le repoussant violemment, jusqu'à ce qu'il heurte un pilier de soutien en béton. Le craquement écœurant du crâne de Sullivan contre le béton résonna dans la pièce. Victor ne s'arrêta pas. Il enfonça son poing dans les côtes de Sullivan. Une succession rapide et dévastatrice de coups qui brisèrent les os et rompirent les organes. Victor. La voix de Harper était un cri rauque. Victor se figea, son poing levé pour une autre frappe. Sullivan était complètement mou, respirant à peine, glissant le long du pilier de béton pour s'effondrer sur le sol. Victor resta là, la poitrine haletante, les jointures éclatées et saignantes. Il regarda ses propres mains, le rouge violent tachant sa peau pâle. Il tourna lentement la tête pour regarder Harper. Elle était assise par terre, se tenant l'épaule là où elle avait heurté les classeurs. Elle fixait les corps, le sang s'étalant sur la moquette bon marché du bureau, le carnage absolu qu'il venait d'apporter dans son monde. La rage quitta Victor, remplacée par une terreur froide et creuse. Il lui avait montré le monstre, il avait laissé l'obscurité se déchaîner devant elle. Elle allait fuir maintenant. Il le savait, il devrait la laisser partir. Il fit un pas en arrière, mettant de la distance entre eux, baissant la tête comme un condamné attendant le bourreau. « Je suis désolé », râla Victor. Les mots étaient lourds, épais d'un chagrin vieux de 10 ans qu'il ne s'était jamais permis de ressentir. « Je vais demander à Arthur de vous raccompagner chez vous. Ils ne reviendront pas vous chercher. Je vais les effacer. » Il se détourna d'elle, marchant vers l'ombre. Victor. Il s'arrêta. Il ne pouvait pas supporter de la regarder. Il ne pouvait pas supporter de voir la terreur dans ses yeux. « Victor, regarde-moi. » Il se retourna lentement. Harper était debout. Elle tremblait. Son visage était pâle, et elle se tenait le bras, mais elle ne courait pas vers les escaliers. Elle ne reculait pas. Elle marchait vers lui, enjambant le verre brisé et les débris de sa violence. Elle s'arrêta juste devant lui. Elle tendit les mains, ses petites mains tremblantes, prenant ses énormes mains ensanglantées. « Tu saignes », murmura-t-elle. Victor la fixa, son esprit luttant pour traiter la réalité du moment. « Harper, je les ai tués. Je les ai tués devant toi. Ils allaient me tuer, dit-elle, sa voix se stabilisant, trouvant son encre en lui. Elle leva les yeux vers lui, son regard entièrement clair. « Tu ne m'as pas apporté les ténèbres, Victor. Tu t'es interposé entre elle et moi. » Victor expira, un souffle tremblant et fracturé. Il laissa tomber son front sur son épaule, l'enlaçant, la serrant contre sa poitrine, comme si elle était la seule chose solide dans un univers en effondrement. Il enfouit son visage dans ses cheveux, inhalant le savon bon marché à la vanille et l'odeur de la poudre à canon. « Tu es en sécurité, » murmura-t-il contre sa peau. « Je te tiens, je te tiens. » Le penthouse était une forteresse suspendue dans les nuages. Il était 2 heures du matin. La ville en contrebas était une grille tentaculaire de lumières orangées. Ignorante du sang versé dans un bureau de marketing du 14e étage, Harper était assise sur le bord de l'immense baignoire en marbre de la suite de Victor. La salle de bain était de la taille de son appartement tout entier, entièrement blanche et stérile. Victor était assis sur un tabouret bas en face d'elle. Sa chemise était jetée dans un coin, ruinée. Sa poitrine et ses bras étaient une toile de tatouages sombres, de vieilles cicatrices et de nouvelles ecchymoses. Une balle du pistolet du 2e homme avait éraflé sa cage thoracique. Ce n'était pas profond, mais ça saignait abondamment. Harper tenait une serviette chaude et humide, la pressant doucement contre ses côtes. L'eau dans la vasque en marbre à côté d'elle devenait d'un rose pâle et aqueux. Le silence entre eux n'était pas le silence lourd et suffocant de l'ascenseur. Il était épuisé. Il était intime. « Arthur s'occupe du nettoyage », dit Victor doucement, fixant le sol. « La police ne sera pas impliquée. Les enregistrements de sécurité de l'immeuble ont été effacés. Declan sera mort avant le lever du soleil. Tout son réseau sera démantelé par mes lieutenants. » Il parlait de démanteler un empire comme un homme normal parlerait de sortir les poubelles. « D'accord », dit doucement Harper. Elle essuya la dernière trace de sang, prenant un pansement papillon dans la trousse de premier secours qu'Arthur leur avait laissée. Elle se pencha en avant, l'appliquant soigneusement sur la lacération de ses côtes. Ses doigts frôlèrent sa peau, chaud et stable. Victor leva enfin les yeux. Il étudia son visage. Le choc s'était dissipé, laissant place à une force profonde et tranquille qu'il n'avait pas pleinement réalisé qu'elle possédait. « Tu n'as pas peur de moi », déclara-t-il, essayant toujours de comprendre. « J'avais peur », admit Harper.
ses yeux rencontrant les siens. Quand j'ai fait des recherches sur toi, j'étais terrifié. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as pas caché qui tu étais. Tu ne m'as pas menti. Tu as juste ouvert la porte et tu m'as laissé décider. Elle lissa le bord du pansement avec son pouce. Un miroir de la nuit où elle avait soigné son visage dans son bureau. « Je ne suis plus une civile, Victor, » dit-elle, sa voix tombant dans une certitude tranquille et absolue. « Je le sais. Je l'accepte. » Victor leva la main, sa grande main se posant sur le côté de son cou, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. La violence, le froid, la machinerie de son empire criminel. Tout cela s'estompait en bruit de fond quand il la touchait. « Tu es ma seule humanité, » murmura Victor. « Sans toi, je ne suis que le fantôme dont il parle. » Harper se pencha dans sa main. Elle embrassa sa paume. « Alors tu ferais mieux de t'assurer que je ne me fasse pas virer pour avoir manqué mon service demain. » Un faible son rauque s'échappa de la poitrine de Victor. Il lui fallut une seconde pour réaliser que c'était un rire. C'était un son magnifique, entièrement humain. Il la tira vers lui, enroulant ses bras autour de sa taille, enfouissant son visage dans son ventre. Harper passa ses doigts dans ses cheveux sombres, le tenant alors que l'adrénaline retombait enfin, les laissant tous deux ancrés dans le noir silencieux. 6 mois plus tard, mardi matin, 8h14, le garage souterrain de la Tour Gallo sentait les gaz d'échappement de luxe et le béton humide. Arthur se tenait près de l'ascenseur privé de la direction, les mains soigneusement croisées devant lui. Il appuya sur le bouton d'appel. Les portes en acier poli s'ouvrirent. Victor entra. Il portait un costume sombre sur mesure, ayant tout l'air du prédateur alpha de la ville. Il se tourna et fit face aux portes, son expression illisible, sa présence exigeant un silence absolu. Les portes commencèrent à se fermer. Le claquement rapide de semelles en caoutchouc résonna dans le garage. « Tenez-la, j'arrive !» Arthur ne chercha pas son arme. Il sourit simplement, une rare et faible expression sur son visage monolithique. Victor leva la main, la plaçant nonchalamment sur le capteur de la porte. Les portes se rouvrirent. Harper tomba presque dans l'ascenseur. Elle portait un trench coat beige sur mesure, tenant un énorme café glacé dans une main et une mallette en cuir élégante dans l'autre. Ses cheveux étaient relevés en une pince nette et professionnelle. Elle s'appuya contre la rampe, haletante. « Le métro est officiellement mon ennemi juré. Je vais racheter la régie des transports et virer tout le monde. » Arthur gloussa doucement. « Bonjour, mademoiselle Davis. »« Bonjour, Arthur, » allaita-t-elle, prenant une gorgée de son café. Elle se tourna pour regarder Victor. Le masque froid et impassible qu'il portait pour le monde se dissolut instantanément. Le coin de ses yeux s'adoucit. Il tendit la main, prenant la lourde mallette pour qu'elle n'ait pas à la tenir. « Tu pourrais prendre la voiture ?» lui rappela Victor, sa voix un bourdonnement bas et chaleureux qui remplit la petite cabine. « La voiture prend trop de temps dans les embouteillages. Le métro me garde humble, » rétorqua-t-elle en se rapprochant de lui. Elle leva la main, redressant sa cravate en soie. « Et puis, j'aime me dépêcher pour l'ascenseur. C'est nostalgique. » Victor la regarda, ses yeux sombres et entièrement consumé par elle. Il enroula un bras lourd autour de sa taille, la tirant contre lui. Il déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « 42, Arthur », ordonna doucement Victor. Arthur appuya sur le bouton. L'affichage numérique sonna. Les lourdes portes d'acier se refermèrent, les scellant tous les trois dans la cabine. L'ascenseur monta en flèche. Pendant 10 ans, Victor avait marché au cœur d'un silence lourd et glacial. Il avait été intouchable. Il avait été seul. Mais alors qu'il se tenait là, sentant la chaleur d'elle pressée contre lui, l'écoutant se plaindre du métro et du temps, il réalisa que le silence avait disparu pour toujours. Il ne lui manquait pas du tout. Si la romance intense et protectrice de Victor et Harper vous a tenu en haleine, alors explosez le bouton j'aime dès maintenant. Dites-moi dans les commentaires. Seriez-vous resté après avoir vu le côté sombre de Victor ou auriez-vous couru vers les escaliers? N'oubliez pas de partager cette histoire avec tous ceux qui aiment les romances mafieuses sombres et lentes. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires dramatiques et originales chaque semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.